Esclavage et afrocentriste, le grand malentendu. Tiré du livre Les écrits du maître, du professeur Maître Fari Teiruka Shabazz, École magistrale Shabazia. Parmi les différents messages que je reçois en inbox, un des tout derniers qui me soit parvenu était celui d'une sœur Awa qui s'interrogeait sur les relations entre l'esclavage et les livres sacrés des religions dites révélées. En effet, elle a été prise à partie par un groupuscule d'intégristes afrocentristes qui lui conseillait très fortement de se tenir à distance de ces religions, aliénantes selon leur lecture biaisée des choses. Ainsi a-t-elle été sommée par cette agence de produire des preuves attestant que le Saint-Coran, plus particulièrement, aurait aboli l'institution criminelle que serait l'esclavat, sans quoi cette religion serait, à leurs yeux, une religion esclavagisante, voire esclavagiste, donc seulement bonne à jeter aux ordures. C'est dans ce cadre-là qu'elle nous a sollicité pour élaguer au mieux cette brousaille de confusion qui règne dans leur tête. Aussi allons-nous profiter de cette occasion qui nous est offerte pour partager avec un plus large public notre contribution. Cette question de la relation entre l'institution de l'esclavat et les livres sacrés des religions dites révélées, Saint-Coran y compris, nécessite de faire d'abord la lumière sur le contexte géoethnique de la révélation de ces livres. Comme nous l'avons déjà démontré à maintes reprises, nos différentes publications à ce sujet, les populations auxquelles furent révélées la Torah, la Bible et le Coran sont des populations sémites, donc négro-africaines, du Levant et de l'Afrabie, corne de l'Afrique, voire péninsule arabique. Hébreux, juifs, arabes originels étant tous culturellement africains. Par conséquent, leurs institutions et codes sociétaux sont en parfait accord avec ce qui fut révélé aux autres populations africaines contemporaines ou antérieures. Or, s'il est une institution que l'on retrouve dans tout le monde noir, de l'Amérique jusqu'à l'Asie, en passant par l'Afrique et l'Inde, c'est bien celle de l'esclavage, qui puise ses sources dans la plus haute antiquité africaine. Mais encore faut-il saisir pleinement le sens de cette institution, son contexte, ses tenants et aboutissants. Non pas du point de vue des Occidentaux, mais du point de vue endogène, donc exclusivement africain. Pour parler rapidement, la vision occidentale de l'esclave pose que ce dernier est un bien meuble, un objet que l'on peut posséder au même titre qu'une table, qu'une maison ou encore un cheval, et ne participe pas du genre humain, encore moins du citoyen. Par conséquent, il ne jouit d'aucun droit. Cette différence de vue entre occidentaux et orientaux sur une même institution, qui est l'esclavat, n'a pas échappé à la vigilance du chevronné historien révisionniste de l'histoire africaine qu'est Murray Gordon. Tout révisionniste qu'il est, il ne peut s'empêcher de reconnaître une vérité factuelle et vérifiable par tous, à savoir la distinction entre personnes libres et esclaves nettement établie par les lois occidentales n'avait pas d'équivalent dans le monde musulman. Les esclaves pouvaient remplir des fonctions habituellement dévolues aux hommes libres. Fin de citation. Ainsi, même l'auteur de l'esclavage dans le monde arabe, 7e, 20e siècle, ne peut contredire cette vérité historique indestructible qui est la dissociation radicale entre l'esclavage pensé, pratiqué et vécu par les lois occidentales et l'esclavage postulé, installé et reconnu dans la sphère orientale et plus particulièrement dans l'ère musulmane. Une sphère civilisationnelle qui est pourtant loin d'être la tasse de thé de ces historiens anglo-saxons révisionnistes de l'histoire africaine. Or, quelle différence principale voit-il entre ces aires civilisationnelles ? Le professeur Murray Gordon relève qu'en Orient, monde musulman y compris, il est possible à un esclave d'occuper des postes militaires et administratifs prestigieux, ce qui est improbable, impensable du côté d'Athènes, de Rome, de Paris, de Berlin, d'Amsterdam, de Londres ou de Washington. Nous en avons un parfait exemple avec la dynastie musulmane négro-arabe
des Fatimides, où le quatrième calife de la dynastie El-Muiz Lidin Illah nomma comme général à la tête de son armée l'esclave blanc d'origine sicilienne, certains disent arménienne, Abu al-Hassan Jawar ibn Abdullah, qui conquit l'Égypte pour son maître et fonda la ville du Caire en 969. L'historien suisse Alain Gallet poursuit en précisant que, je cite, le pouvoir politique peut attribuer à certains esclaves des rôles importants au niveau militaire et administratif. Cette pratique dite des esclaves de la couronne est un critère essentiel de la présence de l'État en Afrique de l'Ouest. Selon TEDSTAR 2004, son extension en Afrique, hors des zones d'influence de l'islam, rend peu crédible la thèse selon laquelle ce type d'institution serait dû uniquement à l'influence arabe. Fin de citation. Le propos est très radical, car il indique très clairement que l'existence des esclaves de couronne serait un critérium essentiel qui permettrait à l'historiographie d'attester de l'effectivité de l'État médiéval dans les régions ouest-africaines. En plus clair, là où existe l'institution des esclaves de la couronne, existe un solide royaume ouest-africain avec un État constitué. Et ceci est valable non seulement pour les royaumes ouest-africains négro-musulmans, mais également pour les royaumes médiévaux ouest-africains négro-traditionnalistes, Bénin, Ifé, Yoruba, etc. Confirmant par là le fait que cette institution de l'esclavage ne serait pas un héritage du monde arabe, qui l'aurait transmis au monde subsaharien via l'islamisation, mais bien une réalité purement africaine. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'organisation sociopolitique au XVIIIe siècle des royaumes Bambara, que l'on retrouve dans le guide des croyances et symboles Afrique, Bambara, Dogon, Peul, et qui nous signale qu'en l'espace de quelques décennies, les Bambara réussirent à forger graduellement les rouages d'un État, passant des clans aux empires, en s'appuyant sur une société strictement organisée en classes d'âge et clans des esclaves. En effet, la société africaine précoloniale est une société de castes. C'est ainsi qu'elle s'est présentée aux colons et autres ethnologues européens qui se sont lancés à sa conquête effrénée, comme Albert Chapeau, qui n'a pas manqué de remarquer que la société congolaise comporte trois classes: les chefs, les hommes libres et les esclaves. Donc, Albert Chapeau, Le Congo historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire et colonial, pour la référence, page 550. Même son de cloche du côté de Jean-Baptiste Paluku Ndavaro, qui nous fournit une expertise en la matière, je cite, « Dans cette société précoloniale africaine, il existait deux castes bien distinctes. La première, dite caste supérieure, était composée des hommes libres, notables agriculteurs, pendant que la deuxième, dite caste inférieure, comprenait les esclaves, esclaves du roi, esclaves de la mère, esclaves du père. » Fin de citation. Cette stratification de la société en caste est un héritage des sociétés africaines antiques, dont celle de la vallée du Nil, comme Kemet ou le chapitre 125 du Raouen Peret M. Héros, formule de la sortie au jour improprement appelé par les égyptologues livre des morts, nous fait part de l'existence de cette institution dans cette grande civilisation africaine. Je cite, « Mon nom n'est pas parvenu aux fonctions d'un chef d'esclave. » Fin de citation. Voir Théophile Obenga, La philosophie africaine de la période pharaonique, page 174, édition L'Harmattan pour la référence. Cette institution de l'esclavage est inscrite dans l'ADN des sociétés précoloniales africaines depuis les temps des Paoutiou, des premiers ancêtres, entre parenthèses, jusqu'au crépuscule des derniers royaumes indépendants. C'est ce qui explique que les langues africaines d'aujourd'hui aient conservé la mémoire de cette institution ancienne, à savoir Dion, Bambara, Banya, Songhai, Galouké, Pular, Iraouléen, Tamashek, Abid, Mor, Diam, Wolof, le mot Zoulou signifiant esclave et Tonga avec T aspiré. Du nord au sud, de l'est à l'ouest,
En passant par le centre, l'esclavage fait partie intégrante du patrimoine culturel de l'Afrique. Mais encore faut-il comprendre cette institution africaine, non pas comme les marchands radanites et autres esclavagistes occidentaux la développent. Le professeur Cheikh Anta Diop finit de nous convaincre en nous donnant une compréhension précise de ce que les anciens, suivant les livres sacrés, voulaient signifier par l'esclave. Je cite: contrairement à ce qui se passait en Europe et à ce qui se passe maintenant dans le système capitaliste international, les nobles ne pouvaient pas exploiter matériellement les esclaves sans déchoir aussi aux yeux du peuple qu'à leurs propres yeux. Les premiers sont tenus d'assister en tout et pour tout les seconds qui, en échange, doivent céder le pas sur le plan social. L'exploitation dans ce système ne se fait pas du haut en bas, mais plutôt du bas en haut. Bien plus, même les esclaves étaient réellement associés à la gestion du pouvoir en qualité de ministres effectifs et membres du conseil où siégeaient tous les représentants authentiques du peuple. Dans ce contexte, toutes les révolutions que l'Afrique précoloniale ait connues n'étaient que de révolutions de palais dirigées non contre un régime, mais contre des princes indignes qui s'écartaient de la bonne gestion des affaires de la communauté. Fin de citation. Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, étude comparée des systèmes. C'est dans ce cadre-là, et uniquement celui-là, qu'il faut comprendre pleinement ce que le Saint-Coran appelle esclave. Une telle vision de l'esclavage ne nécessite pas une abrogation ou une abolition. Au mieux, elle encourage à libérer l'esclave de son statut social, de sa caste, comme nous pouvons le lire dans tous les textes sacrés des Médou Netcher ou autres livres révélés comme la Torah, la Bible ou le Coran. Ainsi, abolir cette institution régulatrice de la société précoloniale qu'est l'esclavage signifie tout simplement pour nous la destruction totale du socle civilisationnel de l'Afrique. Or, c'est exactement ce que firent les colons occidentaux, qui eux avaient une vision diamétralement opposée de celle des Africains. Mais avant d'agir de la sorte, en détruisant cette institution purement africaine, leur mission a d'abord consisté à modifier la perception, le sens, la compréhension de l'esclavage pour imprimer au monde noir leur approche de la question. C'est ainsi que les premiers blancs convertis au judaïsme, au christianisme et à l'islam aient imposé leur propre lecture, leur propre interprétation de la notion d'esclave, au point que certains noirs, complètement déracinés et abreuvés à l'école africaniste, tels les afrocentristes, en arrivent à jeter l'opprobre sur une institution qui a fleuri depuis le temps d'Ozar jusqu'à la colonisation, fin des empires et royaumes authentiques. En résumé, il faut convenir et reconnaître que les Africains prétendument conscients, ouvertement méprisants envers les personnes comme la sœur Hawa, témoignent par leur attitude de l'ignorance la plus crasse vis-à-vis de la culture de leurs propres ancêtres, ce qui est, reconnaissons-le, assez inquiétant pour qui prétend poser ses pas dans ceux de ses devanciers.